Il s'agit maintenant de rentrer dans le concret, c'est-à-dire d'identifier ses points forts, de mettre en place une méthode de travail. Tout jeune, toute personne a des points forts, tels qu'un temps de concentration, qui n'est pas toujours celui que voudraient les parents, c'est-à-dire ça peut être un temps de concentration devant un jeu ou une vidéo. La motivation pour convaincre, de la facilité pour retenir ou comprendre, de savoir si on est plutôt efficace au travail le matin, le soir, en tous les cas, d'identifier ce qui nous permet de travailler, sans forcément parler de travail d'ailleurs à ce moment-là. En toute objectivité, on identifie aussi ses axes d'amélioration, c'est-à-dire ses éventuelles difficultés, par exemple ne pas savoir prioriser, ne pas savoir prendre du temps, se laisser influencer trop facilement par ses copains, ou reporter au lendemain tout travail. L'autre chose, c'est de comprendre que ce qui est le moteur, c'est la motivation. On veut faire quelque chose, on le fait. Il faut y aller par l'envie. Les 4 mots-clés pour avancer, c'est-à-dire pour faire, sont la motivation, la méthode, et non la méthodologie, parce que la science de la méthode n'a pas forcément énormément d'intérêt dans notre cas, le travail et l'utilisation du stress. Commençons donc par la motivation. L'envie est une base pour être en vie. Jeu de mots facile et pourtant à réfléchir. Des parents, bien sûr pas ceux qui lisent ce diaporama, cassent les envies en donnant tout a priori. C'est un petit peu comme si on avait un salaire avant d'aller travailler. C'est comme si finalement on n'avait jamais d'envie parce qu'on nous donnait tout avant même qu'on en ait eu envie. Exemple, téléphone portable, oui bien sûr tu vas au cinéma mon chéri, tiens je vais t'acheter les meilleurs habits, on va aller tout de suite faire les vacances avant même que l'enfant en ait envie. En fait, donner un cadre, c'est rendre service. On croit quelquefois que nos enfants ne vont pas nous aimer si on leur achète pas tout de suite tout ce qu'ils ont envie. Mais en fait, on leur laisse même pas le temps d'avoir envie. En d'autres termes, osons les aider en leur disant non une fois de temps en temps. En créant leur envie. Non, tu n'iras pas au cinéma, sauf si tu as eu 18 en maths, ou sauf si tu as, voilà, à vous de trouver le facteur déclenchant. Savoir dire non, en fait, c'est aider l'enfant, aider le jeune. Parce que au-dessus de la motivation, il y a les envies, et au-dessus des envies, il y a le plaisir. Parlons maintenant de méthode, et comme je précisais tout à l'heure, pas forcément de méthodologie. Parce qu'il y a des jeunes qui passent leur temps à prévoir ce qu'ils vont faire, la façon dont ils vont le faire, et ne se mettent jamais en action, c'est-à-dire ne le font jamais. Donc, d'abord, savoir que la méthode, elle est adaptée à chacun. Il n'y a pas une méthode universelle, ça nous arrangerait tous, mais il n'y a pas une méthode de travail. Pour autant, il y a certains incontournables. D'abord, avant de faire les exercices, apprendre la leçon. Puis, faire les exercices pour s'assurer qu'on a compris la leçon. C'est une évidence pour nous, pas forcément pour nos jeunes. Aidons-les, accompagnons-les, répétons. Parce que il y a notamment la répétition qui est un facteur intervenant dans la méthode. Il y en a qui disent la répétition c'est la pédagogie, ou bien la pédagogie c'est la répétition, n'est-ce pas? Il y a aussi dans la méthode un point important, savoir identifier les temps de fatigue et les respecter. En fait, cela ne fait pas partie de la méthode de rester 4 heures devant un exercice si on tourne en rond. 4 heures à dormir, en fait, à regarder des mouches voler si on est déconcentré et si de toute façon on est trop fatigué. Adapter la méthode, c'est donc aussi savoir repérer ces temps de fatigue et les respecter. Ainsi, travailler, ce n'est pas être tout le temps en train de travailler. Savoir respecter des temps de travail, des temps de pause, des temps de sommeil, c'est important notamment
pour la rentabilité. Savoir que de toute façon, le cerveau ne sera pas concentré plus d'une heure ou deux. Savoir respecter des temps de pause qui ne vont pas forcément être des temps qui, eux, vont durer une heure ou deux, bien entendu. Savoir respecter des temps de sommeil pour laisser au cerveau le temps quelque part de nettoyer tout ce qui était inutile, c'est vraiment important. Nous sommes quelquefois à forcer nos enfants à aller travailler, travailler, travailler. En fait, ils restent dans leur chambre à nous faire croire qu'ils travaillent et cela n'a aucun intérêt. Dans la notion de travail, il y a la notion de rentabilité. C'est la notion de rentabilité qui permet de passer à l'action. Pour rentabiliser, il faut donc activer. Je propose 3 étapes. La première, c'est avant les cours. Avant les cours, il faut provoquer le questionnement. C'est-à-dire que de demander à un élève, tiens, qu'est-ce que tu as comme matière demain et de quoi ça va parler, d'en parler éventuellement à table la veille en famille, permet de provoquer le questionnement. Un petit peu comme si vous allez à une conférence et que vous connaissez le sujet, forcément, vous allez plus vous intéresser que si vous venez à une conférence alors qu'il n'y a pas de sujet quelque part pour vous. Ensuite, pendant les cours, bien entendu, l'écoute, la prise de notes, active et non automatique. Les prises de notes peuvent se faire évidemment sur ordinateur ou de façon manuscrite. Il y a des personnes qui, pour l'instant, préfèrent garder tout ce qui est kinesthésique, c'est-à-dire le ressenti de l'écriture. Pour autant, ce n'est pas forcément rendre service à l'élève si c'est juste garder un automatisme qui n'est pas réfléchi. En d'autres termes, l'écriture, qu'elle soit par ordinateur ou bien de façon manuscrite, doit être elle-même active. Bien entendu, pendant la prise de notes, comme nous sommes tous monotâches, c'est-à-dire que nous n'avons qu'une seule activation cérébrale volontaire à la fois, il s'agit d'écouter. Si nous sommes déconcentrés par ce qui se passe autour de nous, bien entendu, cela peut perturber la rentabilisation elle-même. Enfin, après un cours, il s'agit de faire une synthèse dès le soir ou le lendemain quasiment au plus tard. Une synthèse avec des mots-clés, une synthèse d'une page, d'un paragraphe, d'un chapitre. En tous les cas, il s'agit d'aller remettre dans l'ordre de façon encore active et réfléchie, c'est-à-dire sans recopier. Il ne s'agit pas juste de souligner ce qui était important en cours, mais de dire voilà ce que j'ai retenu, voilà comment je l'écrirai, et ensuite d'aller vérifier qu'on a bien retenu ce qui a été dit. On parle souvent du stress. Il y a 2 types de stress. Il y a le stress utile, celui qui déclencherait l'adrénaline, c'est-à-dire qui nous permettrait d'aller vite et bien. Et puis il y a le stress beaucoup moins utile, c'est-à-dire même carrément négatif, celui qui nous paralyse. Il y a des techniques donc pour gérer le stress, et notamment les techniques dites d'ancrage. Ces techniques d'ancrage font appel aux 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, les 2 derniers étant souvent moins utilisés. Un exemple d'ancrage kinesthésique serait de serrer le pouce contre l'index, de la main droite ou de la main gauche, à votre choix, à chaque fois que vous avez un bon moment dans la journée. Un bon moment dans la journée, c'est un moment extraordinaire, l'appel téléphonique que vous attendiez depuis longtemps, un mot doux d'une personne que vous aimez beaucoup, le sourire d'une personne qui ne vous a pas souri depuis longtemps. Ça peut être aussi tout simplement au moment où vous ouvrez les volets le matin, d'avoir le temps exactement que vous aimez. Il peut y avoir le goût du café qui est particulièrement heureux aujourd'hui. À chaque fois que vous allez avoir un bon moment, donc vous l'avez compris, petit ou grand bon moment, vous serrez le pouce et l'index. Tout simplement, c'est le réflexe pavlovien, n'est-ce pas? Avoir une idée dans le cerveau d'un bon moment qui est associé à un geste. Ainsi, c'est un petit peu comme si vous remplissiez un verre d'eau de bons moments. À chaque fois que vous serrez le pouce et l'index, c'est un petit peu comme si vous remplissiez un verre d'eau. Et vous imaginez bien que si vous n'avez pas serré le pouce et l'index 10 fois dans une journée, c'est que vous n'avez pas été objectif, étant donné qu'il y a aussi des petits bons moments. Au bout de 15 jours, vous aurez donc serré le pouce et l'index 150 fois. Votre cerveau aura compris qu'à chaque fois que vous serrez le pouce et l'index, c'est un bon moment. Ainsi,
Au moment où vous entrez dans une salle d'examen et que d'habitude vous êtes stressé, vous serrez le pouce et l'index et votre cerveau fait le lien avec le bon moment. Il met le professeur ou bien la situation de côté en disant que là, effectivement, on est dans une situation peut-être spéciale. Pour autant, moi, je vais bien.